La question que nous avons posée concernant la solubilité de l'art brut, en fait, à la manière d'une poupée gigogne, en cache beaucoup d'autres, ça on l'imagine bien, et reste à définir, et ça c'est pas simple, et on va voir certainement qu'on va se quitter sans avoir réussi à le faire, ce qu'on entend par l'art brut, et également quelle est la part de porosité ou de contingence et de contiguïté entre ces deux champs. Et comme j'ai eu l'occasion de l'écrire dans l'avant-propos à l'exposition de Joseph Hofer, j'ai un peu le sentiment que, vu de haut, vu d'avion, il s'agit de deux continents qui ont l'air très très éloignés, mais que peut-être en profondeur, il y a des plaques tectoniques qui se chevauchent, qui se frottent, et peut-être que les choses ne sont pas aussi éloignées qu'il me semble. Les outsiders sont des artistes utopiques. Et j'espère et je crois que l'utopie va revenir. Et on a passé une période... Alors, moi j'ai une explication, mais j'ai une explication totalement stupide, et donc... mais je la dis parce que je pense que la fin de l'Union soviétique, la fin de l'utopie communiste a été marquée aussi par la fin des utopies dans l'art. Et qu'il y a eu un retour au libéralisme et à la moquerie, de manière générale. D'où même les problèmes qu'a eu Beuys, qui lui aurait pu être considéré comme un artiste outsider, et qui était en tout cas un artiste utopique. Ce qui est le grand problème, et c'est la raison pour laquelle nous sommes là ce soir, c'est je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Disons, je ne sais pas, parce que où ça s'arrête, où ça commence. Alors, là encore, j'ai une explication qui est un peu simpliste, mais je la donne tout de même. Quand des enfants jouent à des Indiens et des cow-boys, quand ils jouent, ils sont totalement des Indiens et des cow-boys. Mais si leur mère leur dit c'est l'heure du goûter, ils retirent leur chapeau de cow-boy et ils viennent prendre le goûter. Donc, un artiste de mon genre serait peut-être un petit peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je sais faire la différence entre le rêve, l'utopie et la réalité. Et il y en a pour d'autres où il y a une confusion plus grande entre ces deux moments, où ils ne retirent jamais leur chapeau de cow-boy. Je crois qu'ils sont à l'intérieur de leur art jusqu'au bout, et que malheureusement, ou heureusement peut-être pour les artistes, nous on sait à peu près quand est-ce qu'on doit s'arrêter. Je me souviens, il y a très très longtemps de cela, j'étais un jeune artiste, et je jouais et j'étais artiste très déprimé. Et puis je parle comme ça devant des gens, c'était à Berne, et puis après ça je vais dîner, et j'ai un très bon appétit, comme on peut voir. Et donc ils me disent, mais vous n'êtes plus déprimé? Alors, je dis, non, ça y est, maintenant je mange. C'est-à-dire que je savais à peu près où s'arrêter. Et il est sûr, mais peut-être que c'est comme ça aussi pour les outsiders, que une des raisons pour lesquelles je suis artiste, c'est parce qu'il est beaucoup plus facile de jouer la vie que de vivre. Que être artiste, c'est toujours faire semblant. C'est toujours si on disait qu'on est roi et reine. Il y a une artiste outsider qui, toute sa vie, était enfermée, et toute sa vie, elle a fait des dessins de clés, elle a découpé des clés dans des linges et dans des cartons, et elle n'est pas sortie de l'hôpital avec cela, mais elle est sortie mentalement de l'hôpital. Donc ces clés étaient vraiment des clés pour sortir, et qui ont réussi à la faire sortir. Donc notre activité est très bénéfique pour nous, et nous permettent de survivre. Mais moi, je ne crois pas du tout que l'art change.
et je ne crois pas du tout qu'il y ait un art différent. Je pense que les problèmes que se pose un outsider ou les problèmes que je me pose sont les mêmes, que les problèmes que je me pose sont les mêmes que pourrait se poser un artiste et n'importe qui d'ailleurs il y a extrêmement longtemps, que les sujets en art sont extrêmement limités et que tous nous essayons de répondre à peu près aux mêmes questions qui sont des questionnements autour de la mort, autour de la beauté de la nature, la recherche de Dieu, le sexe, enfin qu'il y a une dizaine de questions et que ce soit Aloïse ou que ce soit moi ou que ce soit je ne sais pas qui, un artiste du XVIe siècle, c'est à peu près les mêmes questions qui sont posées. Donc chacun emploie des mots différents, chacun emploie des vocabulaires différents, mais les questions restent les mêmes. Donc pour moi, il n'y a pas ni de changement et ni d'opposition entre toute personne qui essaye de poser ces questions. Et alors peut-être que la seule différence, effectivement, c'est cette distance dont je parlais tout à l'heure. Et je suis d'une génération où, pour reprendre cette phrase, tous ils changent le monde. Naturellement, personne ne change le monde, en tout cas pas l'art. Et en tout cas, ce désir de changer le monde a, dans les dernières années, un peu disparu. Il y a eu une sorte chez les artistes de conformité à l'idéologie de production. Mais je crois que l'utopie ne peut pas disparaître et reviendra forcément. Qui est l'utopie, quand je dis utopie, je n'aime pas l'utopie, parce que l'utopie, c'est comme si on savait que ça ne va pas se réaliser. C'est vraiment le désir de changer des choses. De déplacer le lit de la rivière, comme vous disiez tout à l'heure. De parler, de poser des questions d'une autre manière. Et s'il y a peut-être un intérêt aujourd'hui, de nouveau un intérêt pour l'art des outsiders depuis quelques années, c'est peut-être parce qu'il y a un besoin. Il y a ce besoin de retrouver, voilà, pour employer un mot tout à fait ridicule que je mets entre beaucoup de guillemets, de vrais croyants. Même si, heureusement, j'espère que ces vrais croyants sont un peu des escrocs. Parle parce que j'ai plus rien à dire, moi. Il se peut qu'il y ait en effet une certaine lassitude qui se soit emparée de certains d'entre nous au spectacle, j'emploie le mot à dessein, d'un monde de l'art qui est devenu très normé, très professionnel, qui sait comment et quoi faire et pour qui, et cela devient quelquefois assez ennuyeux. Outre que, même si je sais bien que la notion aussi, c'est Christian de l'heure qui a prononcé le mot vérité en disant ce qui me paraissait très juste, que la fascination que l'on pouvait éprouver pour certains artistes outsiders était liée à une sorte de coefficient supérieur de vérité qu'on attribuait à leurs travaux, ce qui est une manière de dire, même si ensuite ils viennent de nous réclamer des croyants escrocs, que certains artistes dans leur excessive maîtrise d'un processus de production ne peuvent plus apparaître que comme des producteurs, précisément. C'est-à-dire que la question d'un supposé engagement personnel devient extrêmement relative, extrêmement fait. Ils font dans un genre qui est généralement celui qu'on leur réclame, et en changeant peu ou pas, parce que c'est évidemment ce que le marché apprécie le plus, que ça ressemble à ce qui a déjà été fait. Et il n'est pas impensable qu'on regarde aujourd'hui avec une sorte de besoin et de sympathie et d'empathie accrue vers des expressions dans lesquelles on
peut avoir quand même un petit peu l'espoir d'être moins en face d'un triomphe du calcul, si subtil puisse être ce calcul. Dans certaines, je ne vais incriminer personne, ni nommer personne. Mais je pense que quand Christian dit que les utopies ont complètement disparu, non seulement elles ont complètement disparu, mais enfin, quand même quelquefois face à des artistes dont on voit à ce point que le modèle est celui au fond du chef d'entreprise, que bon, au fond ça concerne, ça peut me concerner comme observateur du monde de l'art ou du marché de l'art, comme personne privée, ça ne me concerne pas.